Yes, we care. Bienvenue dans Yes, we care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti! Cet épisode a été rendu possible grâce à notre sponsor WeMind. WeMind, c'est une mutuelle 100% digitale qui va devenir votre meilleur allié pour prendre soin de vos employés. Comment ? D'abord en apportant les meilleures garanties pour vos salariés. La mutuelle rembourse au maximum autorisé par la sécurité sociale et elle inclut tous les besoins de santé spécifiques comme l'optique, le dentaire, même la médecine douce. Deuxièmement, ils sont ultra rapides. Ils réalisent 92% des remboursements en moins de 24 heures. Et enfin, ils proposent des tarifs ultra compétitifs. Ils ont en effet une politique du prix juste, c'est-à-dire qu'ils calculent leur prix pour être équitable pour tous. Moi, en tout cas, j'ai testé pour vous et mon équipe était absolument ravie. Ce qu'ils avaient adoré, en plus de tout ce que je viens de vous partager, c'est le comité d'entreprise qui est inclus dans l'offre WeMind. On y retrouve des réductions sur des milliers d'activités, des achats et des loisirs. Je trouve que c'est un vrai plus quand on est dirigeant de PME pour rivaliser avec les avantages des grands groupes. Et évidemment, je les adore et je les recommande parce que tout dans leur démarche respire la philosophie du care. Leur culture d'entreprise, leur management porté par leur fondateur Inde et Michael, et leur engagement sociétal puisqu'ils reversent une partie de leurs bénéfices auprès d'associations. WeMind, c'est donc un choix éthique, malin et judicieux pour vous et pour vos salariés. Yes, WeMind. Bonjour Mehdi, bienvenue dans le podcast Yes, We Care. Je suis hyper ravie de t'avoir parmi nous parce que pour moi, t'es vraiment un exemple rare et très très inspirant. Donc j'ai eu la chance de te découvrir déjà dans le podcast de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, mais aussi d'avoir été recommandé par Alexandre Gérard qui est venu dans notre podcast. Donc bienvenue et merci encore d'avoir pris le temps pour ça. Bonjour Faustine et merci beaucoup de me recevoir et d'être intéressée à notre expérience. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu peux te présenter ? Parce que tu as un parcours assez particulier d'une certaine façon, parce que tu viens quand même pas du tout à la base de l'industrie, t'étais pas forcément dans une structure, on va dire, originale d'un point de vue managérial au démarrage. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu, en fait, de complètement dynamiter l'organisation dans laquelle t'es, positivement, bien sûr, mais d'innover, en tout cas, sur le sujet organisationnel? Ça pourrait presque être une question d'1 heure. Oui, on a 1 heure. Mais je vais essayer d'être synthétique et après on rentrera dans les détails si dans les endroits qui t'intéressent ou sur lesquels tu veux apporter, que je t'apporte des éclairages. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. Je pense que ce qui, dans mes drivers personnels, dans les choses qui m'animent profondément, je crois qu'il y avait toujours des enjeux de justice sociale très forts. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Il y a une double appartenance sociale aussi, qui m'a permis de regarder le monde avec plusieurs regards et plusieurs lunettes. Et sûrement la conscience qu'il y avait plein de formes d'intelligence humaine et beaucoup de diversité, beaucoup de richesse dans la diversité. Je pense que ça, c'est des choses qui doivent faire partie de mon cadre à moi, des choses qui m'animent. Ensuite, j'ai eu un début de carrière assez classique et sûrement que j'ai été porté par une forme de conformisme dans lequel on peut tous tomber et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais en tout cas au départ, j'ai donc travaillé au départ chez Rothschild en banque d'affaires, en fusion-acquisition, ce qui est très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et sûrement que j'ai été attiré par des endroits où il y avait quelque chose à se prouver, ou sûrement qu'il y avait aussi une forme d'intelligence humaine, même s'il y en a plusieurs. Ça m'a nourri un moment, ça a été un endroit où j'ai beaucoup, beaucoup appris, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui m'appelait ailleurs, quelque chose qui me manquait, et je le compensais par mon activité citoyenne. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du travail, j'essayais, à la fois par mes fréquentations, par mes centres d'intérêt, mais aussi par des formes de militantisme, des tentatives en tout cas de militantisme politique, dont l'altermondialisme. J'ai été un moment chez Attac. Et donc finalement, ce qui te manquait, c'était une question d'impact, majoritairement. Ce qui me manquait, c'est de trouver un sens et d'avoir le sentiment que ce que je faisais avait une utilité sociale. Ok.
Et sûrement que j'étais épris de transformation sociale et de volonté de transformer les choses. Et en même temps, l'espace politique n'était pas un espace dans lequel je me suis senti à l'aise parce qu'il y avait d'autres dynamiques qui m'ont pas correspondu. Mais t'aurais pu rejoindre une asso, quoi, plutôt que de, Oui, de rejoindre une boîte. C'est vrai. En tout cas, j'ai senti le besoin d'aller plus vers le monde réel. Chez Rothschild, il y avait d'autres choses qui me nourrissaient pas suffisamment. Il y avait cette question de l'utilité, en réalité. Mm-hmm. Il y avait aussi, comment dire, il y avait le sentiment d'être hors sol. Il y avait le sentiment d'être entouré de gens brillants, mais qui c'était qu'une forme d'intelligence. Et que j'avais besoin de sentir, d'être dans le concret, d'être dans quelque chose qui est plus, ancré dans le réel. Et j'avais besoin d'être dans des aventures où il y avait beaucoup plus de diversité sociale, de diversité, presque j'allais dire ethnique, j'en sais rien, en tout cas de la diversité dans le sens large du terme, et de la diversité intellectuelle, de la diversité d'intelligence, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment senti et j'avais besoin d'agir, plus être dans le conseil, vraiment d'être dans l'action. Donc tout ça mis bout à bout, ce qui m'a paru le plus logique, c'est d'aller vers une entreprise industrielle. Et j'ai commencé en tant que directeur financier. Après, assez vite, je suis passé en direction générale. Et derrière ça, il y avait déjà une rencontre, parce que moi, j'étais quelqu'un qui se questionnait déjà beaucoup. Le président de la boîte que j'ai rejoint, lui-même avait pas mal une vision en tout cas du monde, qui était assez qui nous était commune. Et c'est là où a commencé vraiment l'aventure, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une entreprise industrielle, dans une entreprise où il y avait la volonté de faire les choses autrement. C'est-à-dire que c'était la première fois que je me retrouvais, alors j'étais pas seul, on était deux, mais en plus on était plus largement une équipe, puisque on fait jamais les choses seul, on fait les choses en équipe. Mais c'était pour la première fois que j'étais dans un environnement où j'avais le pouvoir d'agir. Oui, parce que finalement, on aurait pu se dire, pourquoi t'as pas essayé d'entamer une transformation même chez Rothschild, why not? Mais t'as dit la réponse, hein. C'est parce que t'avais pas le pouvoir forcément à ce niveau-là, je sais Exactement. pas. L'enjeu du pouvoir, on y reviendra sûrement, parce que pour moi, je trouve que c'est souvent le parent pauvre de ces discussions autour de la collaboration, de l'entreprise, d'intelligence collective, émotionnelle, etc. C'est que si on ne questionne pas, en tout cas si on ne passe pas par la question du pouvoir et de sa répartition, et comment on crée des conditions pour être que les acteurs, que l'ensemble des acteurs d'une aventure collective soient co-auteurs de l'entreprise, je pense qu'on passe à côté d'une question majeure. Donc on y reviendra. Donc oui. Donc chez Biscuit International, qui s'appelait Poult avant, ça a été le début de quelque chose où on est parti de quelque chose d'intuitif au final, et on s'est dit quels sont les endroits où nous on s'est le plus éclaté dans le monde, dans le travail, pardon. Et au final, moi, je me suis plus éclaté, et alors chez Rothschild c'est un peu particulier parce qu'en mode projet, mais il y a des associés qui sont différents et j'en nommerai aucun ici. Je me suis quand même plus éclaté lorsqu'on m'a fait vachement confiance et qu'on m'a donné beaucoup d'espace, de liberté. Et c'était vrai pour le président de l'entreprise dans laquelle j'étais, et au final, quand on posait cette question, la plupart du temps, les gens répondaient la même chose. Et ce qui va être la différence sûrement entre nous et certaines autres personnes, c'est juste, on s'est dit, si c'est vrai pour nous, en vrai, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, on a commencé à tirer ce fil-là, de se dire, mais pourquoi on n'essaierait pas de créer une entreprise dans laquelle nous, on aurait aimé travailler, et dans laquelle, au final, cette notion de liberté et de confiance, elle est centrale. Et du coup, c'était une réflexion qu'il n'avait pas eu tout seul, enfin, qu'il n'avait pas forcément menée à bien non plus jusque-là, donc le président... Il l'avait entamé, il avait commencé à entamer des choses, et moi, je suis arrivé vraiment au début. Oui. Et voilà. Et donc c'est aussi cette rencontre-là qui a créé un effet d'aspiration pour moi, et je pense que je ne me suis pas retrouvé par hasard dans cette aventure, évidemment. Et je pense que voilà, dans la vie, on fait des rencontres, il y a une part d'inconscient qui comprend en avance de phase, ce qu'on appelle parfois l'intuition, des raisons pour lesquelles on a rejoint cette aventure en particulier et pas une autre. Une forme de sérendipité. Et en fait, comment, j'ai envie de dire, il a... Enfin, il s'est, en fait, ce que je trouve assez passionnant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu de crise. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu... Enfin, tout allait bien dans l'entreprise. Il n'y a pas eu besoin d'avoir un choc pour se questionner sur cette transformation-là. Il n'y a pas eu besoin d'avoir une tendance nationale pour avoir envie de se lancer là-dedans non plus. Enfin,
tout allait bien et vous êtes dit on tente ça quoi. Et peut-être que justement il faut que ça arrive au moment où tout se passe bien. Hein. Alors les choses allaient dans l'ensemble bien. Il y avait quand même une usine dans laquelle on avait malgré plusieurs transformations, on n'arrivait pas à la faire décoller. Il y avait quelque chose qui restait un peu comment dire balbutiant, qui n'arrivait pas vraiment à se mettre en place. Mais je suis d'accord. Dans l'ensemble, les choses allaient bien. Mais à un moment, c'est juste d'avoir le courage à plusieurs, de se dire on peut le faire et on y va. Je sais pas. À un moment, il y a quelque chose qui se fait. Je pense dans cette rencontre, il y a eu quelque chose aussi qui a permis de catalyser de l'énergie. Ok. De mon point de vue. Et donc voilà. Donc cette aventure a été le début de l'expérimentation de modes de management nouveaux. On faisait de la prose sans le savoir, puisqu'on a commencé à juste se dire mais comment on fait. Donc on a commencé à poser des questions sur comment on autonomise plus les ouvriers, comment on réduit la hiérarchie, comment on va vers plus de confiance, etc. Et on a commencé à tirer ce fil-là. Et plus on le tirait, plus on comprenait en réalité. Et ça a été très intéressant. C'est une de mes découvertes. C'est qu'en réalité, les outils de management nous sont transmis. Et on voit la même dérive parfois en politique. Aujourd'hui, on met de plus en plus de gestionnaires. Avec cette idée, cette croyance qui pour moi est fausse, que ces outils n'ont pas eux-mêmes un système de croyance sur les humains ou sur qu'est-ce qui fait qu'on a des dynamiques humaines ou pas. Et donc, on a l'impression que ce sont des outils neutres. Pourquoi on a créé des budgets, pourquoi on a créé des organisations par service, etc., etc. Mais en réalité, on se rend compte petit à petit qu'il y a un paradigme sous-jacent qui est quand même le command and control, c'est-à-dire de trouver des outils d'organisation qui sont là pour être contrôlants. Et donc, ils vont du présupposer que les humains, dans leur grande majorité, ne sont pas dignes de confiance. Et donc, il faut trouver des systèmes qui permettent à une petite partie de l'élite qui, elle, est engagée, qui, elle, alors, elle se croit intrinsèquement engagée, mais en réalité, c'est parce qu'elle a les conditions de l'engagement. Voilà. Et donc, c'est de prendre conscience en réalité que beaucoup d'outils de management, je peux en prendre un au hasard, sont des outils qui portent en eux un système de valeurs, un système de croyances. Je prends les objectifs. Ouais, je prends un exemple simple, c'est les primes individuelles. On pense que si on se questionne pas, alors aujourd'hui ça me paraît évident, mais si on se questionne pas, on devient un nouveau manager, on reproduit les primes parce que la boîte d'à côté elle fait des primes, la boîte d'à côté, les concurrents, on a des commerciaux qui ont des primes, et donc on met en place des primes individuelles. Et on voit bien que si on creuse petit à petit, il y a quoi comme croyance dans la prime individuelle? C'est la croyance que les individus, déjà, leur motivation, elle est drivée principalement par la maximisation du profit. Et là, on retombe sur Adam Smith, on tombe sur la main invisible, on tombe sur cette croyance collective que si chaque individu maximise son profit, on va vers une sorte de société optimale en termes d'efficience. Or, quand on commence à rentrer dans des mondes plus complexes, où on a besoin d'intelligence collective, on a besoin d'adresser la complexité avec de la diversité, on voit bien que c'est contradictoire d'avoir une somme d'individus qui ont des agendas individuels qui sont liés à leurs propres objectifs, alors qu'il y a peut-être d'autres manières de mettre en commun. Voilà un exemple. Ça, on est complètement en phase de se dire qu'en fait le kit du dirigeant, le kit du manager est complètement obsolète et dévié, comme tu dis, sur la façon de voir les choses en général, les hommes notamment en général. Je ne sais pas si c'est dévié, mais en tout cas ça vient d'un certain système de croyances qu'on peut re-questionner. Et donc si individuellement, et c'est ça la liberté et l'innovation, si individuellement on a un système de valeurs, un système de croyances qui nous est propre et qui nous paraît différent du mainstream ou de ce qui est en train de se passer, et qu'on a l'intuition que je suis pas à l'aise avec tout ça, c'est juste prendre conscience que reproduire des pratiques managériales de manière non réfléchie, c'est peut-être reproduire des systèmes de valeurs, des systèmes de croyances qui sont loin des miens. Et ça, c'est intéressant de le percevoir. Peut-être que c'est plus facile de le percevoir aujourd'hui. Je peux te dire qu'il y a 17 ans, c'était pas si facile que ça de le percevoir parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu plus d'initiatives autour du management. Et en tout cas, il y a des questions nouvelles qui, nous, on s'est posées quand on était les seuls et on nous voyait comme des c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, des bisounours, comme des naïfs, comme des enfants de 68 ans ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on nous voit avec un autre regard, même si je pense qu'on reste minoritaire. Mais en tout cas, les questions qu'on s'est posées il y a 17 ans, aujourd'hui, elles sont d'actualité. Maintenant, pourquoi les gens n'apportent pas les réponses pourquoi que nous, on apporte? Pourquoi les gens ne s'en emparent pas?
Parce que la question du pouvoir, elle est fondamentale, et de l'ego, elle est fondamentale. C'est-à-dire que tant qu'on questionne pas la notion de pouvoir et la notion d'ego des dirigeants, je ne vois pas quand les systèmes politiques des entreprises ou les systèmes d'organisation des entreprises sont basés sur l'idée que le dirigeant a les pleins pouvoirs, qui peut être révoqué par son conseil d'administration, mais qu'il a les pleins pouvoirs, et que ces pouvoirs sont quand même encadrés, parce qu'on est dans des pays démocratiques, par le droit du travail et le droit social. Je veux dire, en France, on peut encore par la loi virer quelqu'un pour insubordination. Ouais. Voilà. Donc, on peut créer un règlement intérieur où on oblige un code vestimentaire, s'il est évidemment conforme à la loi. On peut, dans l'absolu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens se retrouvent dépositaires du pouvoir. Il faut quand même un travail incroyable sur soi-même pour se dire, même si je suis dépositaire de ce pouvoir, je crois tellement à l'intelligence collective, je crois tellement qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus fort que moi, c'est le collectif, que je mets mon pouvoir au service de ça. Je pense que les gens qui sont en capacité de faire ça, alors je veux pas être prétentieux en disant ça, mais je pense qu'ils sont rares, en tout cas pour le moment. Et l'enjeu de l'orgueil et de l'ego, qu'on retrouve aussi dans les chemins de sagesse, c'est très intéressant, parce qu'au final, quand on commence moi, ça fait 17 ans que je suis là-dedans, et c'est pas un hasard si petit à petit je me suis aussi intéressé à tous les chemins de sagesse et de développement personnel, parce que ça questionne notre rapport aux autres, notre rapport au pouvoir, notre rapport à l'orgueil, à l'ego, ça questionne plein de choses sur la posture du dirigeant, qui sont fondamentales. Alors on fait beaucoup de digressions. Est-ce que si on revient sur le chemin, mais bon, comme tu m'as posé une question dès le départ qui doit normalement tenir en 1 heure, non, pardon. C'est normal qu'on prenne un peu de temps. Mais après on peut revenir sur des détails. Donc petit à petit, moi je me sens de plus en plus aligné et surtout en joie, vraiment en joie, parce que j'ai l'impression que l'être profond qui est en moi, celui qui aspire à une société nouvelle, celui qui aspire à un monde plus apaisé, à certaines valeurs plus horizontales que verticales, il trouve du sens dans ce qu'il fait. Et au final, on commence à tirer le fil et on commence à vraiment aller très très loin dans la transformation des entreprises, parce qu'au départ, on croyait qu'il fallait changer un certain nombre de choses sur la confiance et sur, en fin de compte, enlever un peu de carcan, et l'espace allait a été pris de manière assez naturelle, et au final, on s'est rendu compte juste qu'on s'attaquait à la déconstruction ou à la progressive de tout un système, en fin de compte, dont on héritait. Ça pose des questions, c'est abyssal les questions que ça pose, c'est toutes les pratiques managériales, ça pose la question la posture de leadership. Qu'est-ce que c'est être un dirigeant? Qu'est-ce que c'est être un leader? Ça pose des questions de l'intelligence collective, ça pose ensuite la question de l'intelligence, on se rend compte de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire si on veut créer de la collaboration, est-ce qu'on a été formé collectivement? Puisqu'on a tous été formés dans des mondes où on a eu un professeur qui était le figure d'autorité, ensuite on a eu les parents, etc. Comment on sort de ces logiques où on a été infantilisé dans beaucoup d'espaces, et donc on ne sait, par exemple, trouver des consensus que parce qu'on est arbitré par une figure supérieure. Moi, je me rappelle très bien plein de gens qui me disent « Mais je comprends tout ce que tu me dis, mais il faut bien que quelqu'un décide en dernier lieu. » Et on se rend pas compte que quand on dit ça, on est en train juste de retranscrire le fait d'une incapacité collective d'aller vers du collaboratif, non pas parce que c'est pas en nous en tant qu'humains, mais c'est la manière dont on a été formaté qui nous empêche d'aller vers ça, ce qui est très différent. L'autre chose que j'ai apprise et qui me paraît fondamentale, c'est que comme on est dans des choses holistiques et complexes, c'est que souvent on confond la cause et la conséquence. Par exemple, il y a plein de gens qui disent on a donné de la liberté aux gens, ils en ont rien fait, ils aiment pas la responsabilité. Mais c'est pas qu'ils aiment pas la responsabilité, c'est qu'on a créé pas suffisamment de sécurité psychologique dans les environnements de travail pour que les gens prennent le risque de se tromper. Déjà, il faut un niveau d'estime de soi qui soit élevé, donc il faut travailler sur l'estime de soi. Et ensuite, il faut un environnement bienveillant dans lequel, quand on se trompe, on a un vrai droit à l'erreur. Donc ça veut dire que les conditions sont pas réunies pour petit à petit la fleur qui est en chacun, qui est pour s'épanouir, ou la flamme qui est en chacun pour grandir, les conditions sont pas encore réunies. Donc parfois le comportement des gens n'est pas ce qu'ils sont intrinsèquement, mais c'est la matérialisation dans l'environnement dans lequel ils sont, qui traduit ces types de comportements. Et justement, là, on comprend très bien la philosophie, on comprend très bien qu'il y avait plusieurs phases, etc. Très concrètement, ça s'est passé comment tu t'arrives à justement développer ça dans des usines qui sont pas, vous étiez pas tous au même endroit non plus. Non,
t'as toujours l'histoire de managers, tu vois, qui vont pas être en phase, de personnes qui ont tellement déconnecté leur cerveau qui, bah voilà, effectivement, elles vont pas avoir confiance dans cette bonne idée, belle initiative. Comment ça fonctionne, tu vois? Alors, moi, je nous invite à parler plutôt après peut-être de l'expérience holistique agronutrice dans sa globalité, si ça te va. Et ça m'intéresserait de savoir la différence aussi. Tu vois, la différence entre tes deux expériences, qu'est-ce que tu as fait différemment? Parce que j'imagine que tu as appris tellement de choses aussi avec Pool que tu as fait ensuite différemment chez Agronutrice. Tu peux directement aller là-dessus. Hein, Non, je peux répondre à cette question. Déjà, il y a des différences de départ. C'est que les formes de résistance au changement ne sont pas les mêmes. Parce que tu pars from scratch et l'autre, il y a un héritage. Voilà, exactement. Donc dans une transformation, mais je vais un peu schématiser, simplifier, même si c'est évidemment plus complexe que ça. On va avoir une population qui a, par son parcours, moins accumulé de la confiance en elle, qui va avoir des formes de résistance au changement qui sont liées à un manque d'estime de soi ou un manque de confiance en soi. Et donc ça, c'est un accompagnement qui doit être fait sur à la fois créer un cadre extrêmement bienveillant, un cadre qui permet l'émergence de ça, le droit à l'erreur, etc. Mais aussi petit à petit, là c'est une erreur que j'ai fait chez Poult, c'est qu'on n'a pas beaucoup mis de moyens et de ressources pour le développement de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence collective et l'intelligence relationnelle. Parce que voilà, ça j'ai appris au fur et à mesure, je me suis rendu compte, c'est une intelligence en tant que telle, et comme tout, ça s'entraîne. Donc ça, je l'ai beaucoup fait, on le fait beaucoup à Agronutrice, on y reviendra dessus, on peut faire chez Poult. Et la deuxième différence dans un système de transformation, c'est qu'il y a eu des jeux de rôle qui ont déjà été mis en place et des jeux de rôle de pouvoir. Bien sûr. Avec toutes les stratégies individuelles de pouvoir dans un système hiérarchique, mais s'il était bienveillant, il était quand même hiérarchique et donc, il y a tous ces jeux-là, il y a toutes les baronnies qui sont mises en place, il y a toutes les alliances qui se sont constituées, qu'il faut combattre et qu'il faut petit à petit déconstruire. Et donc, ça, c'est compliqué parce qu'il y a une résistance plutôt de gens qui ont peur de perdre le pouvoir. Donc, ce sont des peurs. Donc, je dis pas qu'elles sont illégitimes, parce qu'elles sont légitimes, c'est une émotion, oui, elles sont légitimes. Parce que c'est vrai aussi. Cette peur, elle est légitime. Va être partagée, donc cette pouvoir, elle est légitime, mais là où elle est complexe, c'est qu'il faut accepter d'abandonner quelque chose pour passer à autre chose. Elle n'est pas si facile que ça à accompagner. Donc parfois on est dur parce qu'on enlève du pouvoir à des gens pour qui alors ils considèrent que c'est injuste. Moi, je trouve pas que c'est injuste. Alors on a un débat parfois même dans l'entreprise actuelle entre le mot injuste et le mot dur. Et bon, je vais pas faire cette digression là, mais je trouve que c'est ça passionnant, mais c'est pas grave. Je comprends que ce soit dur de se dire, on m'a appris pendant très longtemps à jouer au tennis. Et donc, moi, j'ai gagné mes galons et je suis classé 5-2 ou je sais pas quoi au tennis. Et du jour au lendemain, deux hurluberlus nous disent, on va plus jouer au tennis, on va jouer au foot. Ouais, il y a plus de classement et moi, j'ai galéré pour être là. Et voilà. Et d'un coup, on change les règles du jeu. Moi, j'ai construit, voilà. Donc, je comprends la violence de ça. Et donc, il faut accompagner. Alors, la réalité, c'est que une grande partie, même si elle est en souffrance, comme on touche quelque chose qui résonne en eux, ils font l'effort de suivre. Une autre partie est tellement submergée par la peur, par l'ego, par l'orgueil, par la reconnaissance à l'extérieur, mais comment, etc., qu'elle se met en forte résistance, soit elle part. Donc ça, ça c'est des grandes différences. Ce que je ne vis pas chez Agronutrice, c'est qu'on part d'une feuille blanche. Toutes les personnes ont signé. Voilà, d'une certaine manière. Donc déjà, on a tout le jeu de pouvoir qu'on peut trouver dans des boîtes classiques. On le retrouve pas chez Agronutrice. Il n'existe pas. On finit par oublier que ça n'existe pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux d'influence, etc. Mais c'est pas du tout de même nature. Et il reste le travail d'accompagnement de la première partie. C'est comment j'augmente ma capacité d'intelligence émotionnelle et d'intelligence relationnelle. Comment je mets en confiance les gens. Comment on apprend à se faire des feedbacks, comment on apprend à se parler de manière horizontale, comment on apprend en tant que collectivité à se réguler entre nous sans besoin de passer par une figure tutélaire. Et ça, c'est un énorme travail. On a fait le choix depuis quelques années, ce qui est une grosse différence aussi avec Poult, parce qu'on a parti au départ sur faire un catalogue de programmes de développement personnel. On a dit qu'on mobilisait 5% quand même de budget, c'est ce que j'allais dire, de masse salariale, énorme, 5% de la masse salariale en budget de formation. Donc vraiment cette idée qu'on investit
dans ce qu'il y a de plus précieux dans une entreprise, c'est l'intelligence humaine, c'est les capacités c'est humaines. C'est pas que des sous, enfin, c'est du temps. C'est du temps, c'est des sous, c'est évidemment. Et donc cette idée, c'est comment donner la possibilité à chacun de s'épanouir et d'acquérir des compétences de ce type-là, parce qu'elles sont cruciales pour créer des capacités collaboratives. C'est-à-dire que les capacités collaboratives, elles passent par la fois par un système qui est en capacité, et on reviendra sur le système agronutrice, de créer ces capacités collaboratives, mais il y a aussi les capacités intrinsèques d'aller vers l'intelligence relationnelle. C'est la première fois, je pense, que je vois une boîte qui investit autant sur l'intelligence émotionnelle relationnelle, puisqu'on a tendance à, dans ces cadres dans ces idées de libération, tout de suite mettre en place de l'intelligence collective, etc., mais pas armer les gens, effectivement, à mieux dialoguer entre eux, à mieux se comprendre soi-même, enfin, à faire ce travail personnel, en fait. C'est un enjeu majeur. L'expérience de 17 ans, pour moi, c'est un enjeu majeur. Ça veut pas dire qu'on fait pas plein de choses par la culture. Il y a plein de choses les gens progressent par la culture. Et c'est un enjeu majeur. Et moi, j'ai acquis une conviction et j'ai joué de mon influence et les équipes m'ont suivi sur cette thématique-là. C'est qu'on était parti sur faire un catalogue de programmes de développement personnel et laisser chacun choisir ce qu'il voulait. Déjà, on avait commencé un peu chez Poult et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, parce que dans les entreprises collaboratives, il y a beaucoup cette notion de volontariat. Et c'est un des rares endroits où on s'est dit, en réalité, on va pas le faire sur la base du volontariat. Parce que le volontariat, on s'est rendu compte dans les programmes de développement personnel, est inversement proportionnel aux besoins. C'est-à-dire que plus on a besoin de se développer dans l'intelligence émotionnelle, plus en général, on est résistant à ce type de formation parce qu'on a peur d'affronter notre ombre, d'être confronté à s'exposer vis-à-vis des collègues. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et donc, en réalité, on s'est dit, mais en fin de compte, si notre culture, c'est notre ADN, c'est une entreprise collaborative, ça ne se discute pas. L'intelligence émotionnelle, la capacité à pouvoir me réguler avec mes collègues, la capacité à faire des feedbacks, ma capacité à être un collaborateur au final, et au sens propre du terme, parce qu'au final on utilise ce mot parfois de manière assez vague, sans lui donner le sens réel. C'est qu'être un collaborateur, c'est être en capacité de collaborer. Et donc être en capacité de collaborer. Non, mais après, on oublie que c'est une compétence, hein. C'est une compétence à part entière. Au même titre qu'une hard skills. Exactement. On se dirait pas dans une boîte, je sais pas moi, où on est, je sais pas, un poste où la compétence technique doit être, doit être approfondie. On se dirait pas, s'il veut ou pas. Oui, voilà, exactement. On se dit. Facultatif. Voilà, c'est pas facultatif. Et l'autre conviction qu'on s'est faite, c'est qu'au final, moi, mon expérience, c'est que je trouve que la communication non violente est une formation qui porte en elle la dimension systémique. C'est-à-dire que pour moi, elle porte en elle à la fois ce travail de changement de paradigme et de regard sur les autres, c'est-à-dire qu'on prend conscience en faisant vraiment de la CNV de manière profonde. Et souvent, je trouve qu'elle est dévoyée aussi, comme beaucoup de choses qui sont dévoyées, c'est que la CNV souvent a prise dans des modules très courts, plutôt par des gens souvent qui sont pas coachs CNV, comme des modules de feedback. Donc on apprend beaucoup aux gens à faire du feedback avec les outils de la CNV. Et donc, en plus, il y a cette confusion autour de la communication non violente, alors que c'est quelque chose de plus profond que ça. La communication non violente, c'est, pour moi, un nouveau regard sur soi et sur les autres. C'est avant tout ça. C'est-à-dire, c'est avoir beaucoup d'auto-empathie, de comprendre qu'on est traversé par des émotions et qu'elles sont des voyants qui nous expliquent ce qui se joue en nous, qu'on est responsable de ces émotions, et donc c'est pas l'autre qui m'énerve, mais c'est ce qu'il fait qui active ma colère. Et donc, c'est qu'est-ce qui se joue en moi. Et donc, quand je commence à retourner la question vers moi, je commence à progresser, à comprendre mes patterns, comprendre ce qui se joue en moi. Et en même temps, ça m'apprend, comme je suis très tourné vers moi-même, etc., je suis capable, dans la discussion avec l'autre, de ne pas être dans l'invective, mais plutôt de partager avec humilité, par rapport à un événement, la manière dont je l'ai vécu moi et ce qu'il m'a fait en moi. Et donc, de demander à l'autre des ajustements pour pouvoir éviter ce type d'émotion. Et au final, comme ça porte toute cette complexité, toute cette profondeur, on a décidé collectivement de mettre vraiment la focale sur ce programme en particulier de CNV et de le porter sur du long cours pour tout le monde. Donc là, on est sur la deuxième année ou la deuxième année, et on essaye de faire 5 journées par an. Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est fondamental de le faire régulièrement. En fait, aussi, c'est la différence des soft skills où ça se travaille tout le temps, quoi. Exactement. Donc nous, c'est quand même un programme où on le fait 5 jours par an pour tout le monde. Okay. Et entre les 5 jours, il y a des groupes de parole. Donc ce qui fait qu'au final, à part l'été,
on rencontre la CNV une fois par mois dans notre entreprise. Okay. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, encore une fois, on fait les passerelles. Si tu veux, on peut se focaliser sur la Non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup cette approche. J'espère juste que les gens vont pas se perdre. Ouais. Je pense qu'à un moment, ce sera intéressant de quand même de présenter la systémique. Là, on rentre par des bouts, mais c'était intéressant. Je trouve que c'est super intéressant de parler de cette notion de CNV, d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et la comparaison avec Poult, c'est que moi, voilà, un des apprentissages, c'est qu'on n'a même pas mis suffisamment de ressources dans la première aventure sur cette notion de transformation, ou en tout cas de donner les moyens aux gens, parce qu'on les transforme pas. Les gens, j'aime bien cette phrase où on dit, c'est pas que les gens n'aiment pas changer, ils n'aiment pas qu'on les change, ce qui est très différent. Donc c'est de créer les conditions pour que les gens se mettent en mouvement. Et mettre beaucoup de ressources pour prendre conscience collectivement que un des enjeux des entreprises collaboratives et à gouvernance partagée, on parlera après de la gouvernance partagée, collaborative, c'est cette capacité effective à collaborer. Et donc, la première expérience chez Poult, donc vous êtes sur de la gouvernance partagée également ? Alors, sur Poult, on est sur le chemin de quelque chose qui va ressembler de plus en plus à une entreprise collaborative. On a appelé ça de l'entreprise libérée. Qui a un peu mauvaise presse actuellement. Alors on peut en parler. Moi je serais partant de faire 5-10 minutes sur ça ou 5 minutes là-dessus. Je dirais pas qu'on est vraiment allé vers la gouvernance partagée, mais on commençait à libérer le système et on n'est pas réussi à aller jusqu'à la gouvernance partagée où vraiment on a créé des systèmes de gouvernance, mais quand même il y avait des expériences que j'ai reproduites chez AgroNutri où on avait quand même commencé à avoir des cercles de pouvoir, comme un collectif investissement, comme un collectif rémunération. Donc il commençait à y avoir des expérimentations de gouvernance partagée, mais je dirais pas qu'elle était devenue systémique. Il y avait encore des systèmes parallèles qui venaient de l'ancien monde avec des circuits classiques et hiérarchiques C'était hybride. Voilà, qui étaient hybrides, exactement, qui persistaient. Donc on disait quoi C'était sur l'entreprise libérée du coup. Sur l'entreprise libérée. Mais moi je trouve que sur l'entreprise, et c'est peut-être une belle transition pour aller après vers la gouvernance partagée. Et pourquoi je préfère utiliser ce mot-là, même s'il ne dit pas tout. Maintenant je dis de plus en plus entreprise collaborative à gouvernance partagée. Ouais, d'accord. J'aime bien toute cette articulation-là. Tes pairs disent la même chose aussi. Voilà. Parce que on porte deux notions, c'est cette notion de collaboration, mais c'est aussi cette notion de pouvoir partagé et de gouvernance partagée. Et l'entreprise libérée, qui est Isaac Getz a fait un super travail pour mettre en avant ce type d'expérience. Mais déjà, la formule entreprise libérée portait moi je trouve des faiblesses en elle. Et ensuite, on est comme le greenwashing. On a ces phénomènes quand quelque chose devient à la mode. Je pense que l'entreprise libérée est devenue à la mode comme concept parce que beaucoup de dirigeants ont pris conscience que le monde était en train de bouger et ils avaient un certain nombre de questions où ils voyaient le désengagement progressif des salariés. Ils voyaient qu'ils avaient du mal avec les nouvelles générations. Donc parfois on est tenté de dire les nouvelles générations ne sont pas motivées, elles n'ont pas envie de travailler. Je déteste ce type de poncif parce que c'est faux et on dit ça à chaque génération. Et je ne sais pas du tout ce que je constate. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de là, et c'est un très bon exemple de quiproquo qui s'est créé, c'est qu'on est parti de ça en se disant l'entreprise libérée, c'est des entreprises où on libère les salariés. Mais comme on ne parle pas de pouvoir, on peut par exemple, on peut créer des open space et on se dit on est en entreprise libérée parce qu'on est passé de bureaux fermés à des bureaux ouverts. C'est-à-dire qu'on a pris des petits bouts de l'entreprise libérée et on n'a pas pris la systémique pour considérer qu'au final des entreprises libérées. Et donc il y a beaucoup trop d'expériences qui n'étaient pas pour moi des expériences d'entreprise libérée, même si je suis pas un juge, je suis pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est une entreprise libérée ou pas, c'est pas à moi de décider ce qu'il en est. Mais quand même, avec un peu de recul, il y a quand même quelques ingrédients qui étaient pas souvent réunis dans beaucoup d'expériences que j'ai vues, qui me paraissent fondamentaux pour essayer d'aller vers une entreprise libérante, ou une entreprise libérée, ou une entreprise collaborative à gouvernance partagée. Moi, il me semble que la première, c'est l'intention réelle du leader, qui est dépositaire du pouvoir. C'est pas la même chose de vouloir transformer les choses en profondeur parce qu'on n'arrive plus à vivre dans ce monde-là, parce que on voit bien qu'on est en désalignement profond et on est heurté par ça, que d'un coup, se dire je veux aller vers ça parce que c'est une nouvelle injonction de modernisme ou de management moderne. Je pense que si l'intention n'est pas une intention profonde de transformation, parce que moi je dis souvent que dans l'entreprise libérée, le lendemain ou le jour qui suit le jour où le leader a décidé de libérer l'entreprise, il devient le premier obstacle à cette libération. Parce que souvent,
quand on a été un leader et qu'on a un chemin de succès, on a nourri l'ego. Donc on a pris l'habitude d'être au centre, on a l'habitude de prendre la parole 80% du temps, on a l'habitude qu'on nous trouve brillant, on a l'habitude de plein de choses qui sont, si je le dis comme ça, on va comprendre assez intuitivement que c'est pas possible. Si on veut que les autres prennent l'espace, il faut qu'on réduise son propre espace. Et souvent, c'est quand même la définition qu'on se fait du leadership, tu vois. Enfin qu'on se fait, c'est qu'on nous donne, tu vois, du leader, le tout puissant qui effectivement est là pour guider les autres. Donc, est-ce qu'il y a pas, il y a un sujet dès le démarrage dans notre éducation, dans nos formations. Donc, les plupart des leaders ont juste pris ça aussi parce qu'on leur a dit que c'était des élites et que on gouvernait de cette manière-là, quoi. Oui. Même si nous, les Français, on est un peu paradoxaux parce qu'on cherche toujours l'homme providentiel dans les élections présidentielles, mais en même temps, on veut pas de roi. Donc, il y a déjà cette injonction contradictoire. Et on coupe des têtes. Mais c'est sûr, on a la croyance de l'homme providentiel, ou on va dire de l'humain providentiel, mais si on est honnête, de l'homme providentiel. Et donc, des gens s'habillent dans le costume de l'homme providentiel, alors que je ne dis pas qu'on n'a pas quelques qualités quand on est leader, mais déjà de nous être reconnus par les autres. Et on pourrait aussi faire une autre digression sur le leadership consenti, parce que c'est un concept qui est très important pour moi et on peut en parler juste après. On le met de côté et on revient juste après dessus. Je pense que c'est très, chez Agronitrice, vous le faites, ouais. Voilà, la notion de leadership consenti, elle est fondamentale. Et donc, sur l'entreprise libérée, je pense qu'au final, il y a très peu d'entrepreneurs qui ont accepté cette idée de se transformer en profondeur, de lâcher prise, de ne plus avoir un rapport maladif à leur aventure et d'accepter que cette aventure soit façonnée par l'ensemble des collaborateurs, et quelque part elle nous échappe un peu parce qu'on croit à quelque chose qui est plus fort que nous, c'est l'intelligence collective. Et ça, c'est dans l'épreuve du feu qu'on voit si on y croit ou pas. Parce que si au final je suis un leader et je crée des ateliers d'intelligence collective sur des sujets fondamentaux, je parle pas sur des sujets périphériques, quelle est la couleur de la cuisine dans l'open space, sur des sujets fondamentaux, et qu'on voit que en train de se cristalliser sur des choses qui sont bien animées, quelque chose qui n'était pas ma première intuition, qui n'était pas vers là où j'allais aller, mais comme aujourd'hui, moi je le vois, j'ai plus du tout de résistance à l'intelligence collective, c'est-à-dire que je suis tellement un apôtre de l'intelligence collective que je suis happé par l'endroit où ça va. Parce que je crois quelque chose de plus grand que moi, c'est vraiment l'intelligence collective. Alors qu'il y a peu de gens, quand on a un ego surdimensionné, on continue à croire qu'on est plus intelligent que tous les gens qui nous entourent. Et tant qu'on croit ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un rôle important. Mais tant qu'on croit ça, on laisse pas la place réellement à l'intelligence collective. Donc la principale raison pour laquelle beaucoup d'aventures d'entreprise libérée n'ont pas fonctionné, c'est parce que la transformation personnelle des dirigeants n'a pas eu lieu, et donc eux-mêmes n'étaient pas cohérents avec eux-mêmes dans le sens que ils ont poussé une aventure à laquelle ils n'étaient pas réellement prêts. Et la deuxième, qui va avec, c'est le pouvoir. C'est tant qu'on n'organise pas des systèmes de décision où on réduit son pouvoir de manière très forte et on augmente le pouvoir du collectif, et ben là aussi, on est dans quelque chose qui n'est pas abouti, dans le sens où on voit bien intuitivement, si on dit à quelqu'un, je veux qu'on ait une relation horizontale, mais j'ai le pouvoir de t'augmenter, j'ai le pouvoir de te virer, j'ai le pouvoir de te promouvoir, comment veux-tu que cette relation soit réellement horizontale dans les faits, et que la personne qui est en face de moi n'ait pas des stratégies individuelles courtisanes vis-à-vis de moi, qui suis détenteur de ce pouvoir? C'est pas possible, c'est impossible. On peut pas être horizontaux lorsque moi je peux virer quelqu'un et que lui ne peut pas me virer. C'est pas possible. Je pense que voilà. Je pense que tous les salariés de grands groupes en transformation peuvent. Donc voilà. Donc à partir du moment que j'ai ces pouvoirs-là, donc la question, donc tant qu'on ne se pose pas la question, qui est le détenteur de ces pouvoirs-là dans un système collaboratif, on passe à côté d'une question fondamentale. On passe à une question fondamentale. Comment tu veux avoir de l'horizontalité si à la fin, ce sont toujours les mêmes qui décident, qui mérite d'être augmenté, qui mérite d'être promu, etc. On gardera toujours un système. Tu peux mettre des open space, tu peux dire que les gens ne viennent plus en costume, tu peux leur dire de venir en patin à roulettes avec leur chien, etc. Tu peux faire ce que tu veux. Si à la fin, c'est toujours le même cercle qui a ces pouvoirs-là, tout le monde agira pour plaire à ces personnes-là. Mais justement, ça fait une belle transition avec Agronitrice parce que je pense, tu disais que c'était plus simple, mais c'est pas certain, parce qu'en fait, t'es cofondateur, et au démarrage, on rejoint une boîte pour son fondateur quand même, pour sa vision, et
Et je trouve que les gens cherchent un peu ça. Enfin, moi, quand j'avais créé ma boîte, j'étais très aussi militante, tu vois, sur le sujet de l'innovation managériale, sur la reconnaissance. C'est ce qui faisait que les gens venaient me voir, voulaient travailler avec moi, pour moi, entre guillemets. Et en fait, cette relation de pouvoir, elle avait été choisie, entre guillemets. Enfin, donc, comment toi, t'as réussi, tu vois, alors déjà, effectivement, tu as ce travail déjà sur toi, de se dire, c'est bon, je prends pas tous les pouvoirs, mais aussi à changer le mindset des gens, en fait, en disant, non, les gars, maintenant, c'est pas que mon histoire, c'est la vôtre, et vous allez être mis à contribution activement également, en fait. C'est une question complexe. Je vais essayer d'y répondre. Je crois qu'on confond le pouvoir effectif, c'est-à-dire le pouvoir réel. Je propose de passer par le concept de leadership consenti pour qu'on décompose un tout petit peu cette question du pouvoir. Il y a une confusion qu'on a entendue aussi dans l'entreprise libérée, ils disent cette entreprise, il n'y a plus de pouvoir, ou plus de leadership plutôt. C'est pas vrai. En tant qu'humain, si on se retrouvait tous perdus en Amazonie dans un week-end corporate, dans une boîte hyper hiérarchique, si la personne qui est le plus bas de la hiérarchie est la seule personne qui est formée à la survie, je peux te dire que au moment où on le sait, ça devient la personne la plus importante de l'équipe. Il y a un film génial là-dessus. Voilà. Et ça devient le leader. Ouais, ça devient le leader et on la suit et elle nous sort du merdier. Ouais. Donc c'est pas que les humains n'aiment pas avoir de leader ou de guide. C'est qu'ils aiment les choisir en fonction des circonstances. Ce qui est très différent. Et donc, nous, on n'est pas contre le principe du leadership consenti. Mais pour arriver vers du vrai leadership consenti, il faut se libérer de tous les pouvoirs qui sont concentrés. Donc nous, et là c'est important de parler de l'architecture agronutrice, de fonctionnement de la gouvernance partagée. Nous, on a considéré qu'il y avait 5 pouvoirs régaliens. Tant qu'ils resteront concentrés entre les mains de quelques personnes, on créera un biais dans la capacité d'horizontalisation et la capacité collaborative. Donc, c'est le pouvoir de recruter, le pouvoir d'augmenter les salaires, on a déjà parlé, le pouvoir de promouvoir les gens, le pouvoir de décider des priorités stratégiques et des priorités budgétaires, décider où on met l'argent en priorité. Les 2 derniers, on les a fusionnés pour l'instant. C'est aussi un pouvoir majeur. Ah mais complètement. Enfin, on se bat pour ça dans les boîtes. Voilà, on se bat pour ça dans les boîtes. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit ? C'est un pouvoir qui est souvent détenu par les cofondateurs quand c'est petit. Nous, ce qu'on dit, on dit c'est 4 pouvoirs ou c'est 5 pouvoirs, ou en tout cas c'est 4 cercles de pouvoir. On va trouver un système pour qu'il ne soit plus concentré. Donc on crée des cercles de pouvoir. Je vais prendre un exemple, le cercle rémunération. On a un cercle rémunération. Et dans le cercle rémunération, on a 10 personnes. Donc on utilise les méthodes de la sociocratie. On dit, il y a un groupe de volontaires, parce que nous, dans notre système, les choses sont vachement basées sur le volontariat. Donc on a un système de volontaires. Les volontaires se créent pour définir un groupe de travail, pour définir comment on organise l'organisation de ce cercle. Donc on définit la mission de ce cercle et les qualités humaines requises pour pouvoir porter cette mission. Ensuite, on va animer ça avec tous les volontaires, donc on peut se trouver très nombreux. Et on anime pour continuer à faire réfléchir l'intelligence collective sur ces questions-là. C'est quoi la mission et c'est quoi les personnes? Donc là, t'es à plus que 10. Enfin, au départ, c'est très ouvert. C'est on va faire ce cercle-là. Parfois on est 20, parfois on est 25, parfois on est 30. On dit cet après-midi-là, c'est sur cette question-là. Ceux qui veulent venir viennent. Ça prend du temps aussi opérationnel, tout ça. Mais on n'a pas de reporting, on a plein de jeux de pouvoir qui n'existent pas chez nous. On gagne un temps fou dans l'énergie qui est perdue sur le reste. Mais c'est phénoménal. Nous, je veux dire, les mails où je t'écris si j'ai bien compris ce que tu m'as demandé en mettant les 3 directeurs et en matriciel, etc., etc. Voilà. Donc on gagne un temps fou aussi. Par ailleurs, sur tout ce qui est dont on se plaint dans plein de boîtes, etc., etc. Donc il y a aussi ce temps qu'on gagne. Et donc, à la fin de cette réunion, on définit sur ce coup-là, c'est un cercle, c'est un groupe de 10 personnes, de 5 personnes. Le cercle a évolué, il était au début de 6, là il est passé à 10 avec l'arrivée des usines, avec l'augmentation, etc. Et on fait ce qu'on appelle des élections sans candidat. Donc on fait des élections sans candidat, ça veut dire que c'est un système de sociocratie, c'est qu'on dit parmi nous, qui selon nous est le plus à même de porter, donc on fait des élections et sortent 10 personnes, donc nous on a un principe de parité aussi, donc c'est toujours autant de femmes que d'hommes. Pardon, voilà. Et donc on a un cercle, et c'est un mandat de 2 ans, qu'on a passé à 3 ans maintenant, et on a un tiers du quorum ou des gens du cercle qui sont renouvelés tous les ans. Donc ça, on a amorcé la pompe, c'est pas encore complètement en action, mais c'est ça le principe qu'on a mis en place dans tous les cercles. D'accord. Et le nombre... Pour éviter le pouvoir, en fait, justement. Pour éviter aussi que ce cercle-là devienne un cercle de pouvoir permanent. Donc c'est 2 phénomènes, c'est que d'un coup, on retrouve quoi dans des cercles? Si on regarde le cercle de pouvoir... Et on a aussi le cercle, ce qu'on appelle le conseil des sages, qu'on aurait pu appeler ça le conseil de discipline,
On a aussi le cercle du sage qui est composé de 2 personnes pour l'instant, mais on va sûrement passer peut-être à 4, de 2 personnes. Pourquoi on a choisi un petit cercle collectivement dans le groupe de travail et de volontaires? Parce qu'on s'est dit, quand il y a des possibilités de se séparer de quelqu'un ou il y a des problèmes importants, je pense qu'il faut que ça doit être instruit par un nombre de personnes très limité. Donc voilà. Donc il y a 2 personnes qui sont ni moi ni le fondateur, qui sont les seules personnes dans l'entreprise qui ont la capacité de sanction et de se séparer de quelqu'un. Donc on qui tournent également une fois par an et qui sont élus et qui sont élus et qui tournent pas une fois par an, qui ont un mandat de 2 ans mais qui vont tourner. D'accord. Et juste, on peut pas avoir plusieurs rôles. On peut. C'est des questions. Alors on a après c'est très compliqué. On a par ailleurs, on est organisé par finalité stratégique. Il y en a une qui s'appelle la gouvernance partagée. Donc on a une équipe de volontaires qui travaille sur toutes les questions nouvelles qui émergent de gouvernance partagée, sur lesquelles on fait évoluer le système. Ok. Et comme c'est des systèmes de gouvernance partagée, on les soumet dans des réunions plus larges à la validation par un groupe plus large pour s'assurer, comme c'est quand même impactant, que le groupe plus large les a validés. Et comme on a une réunion hebdomadaire où tout le monde est présent, en tout cas 90% des gens sont présents, c'est ces moments-là où on informe pour voir s'il n'y a pas de veto ou de. Mais c'est ça qu'en fait dans ces systèmes-là, la communication elle est tellement clé parce il se passe tellement de choses. J'appellerais presque ça la transparence. Ouais. Mais comment, souvent la communication c'est une modalité de convaincre, alors que nous c'est juste mettre à disposition de l'information pour que les gens soient informés et éclairés. D'accord. Oui, je le voyais pas spécialement comme ça, mais juste, moi si je suis un peu à l'ouest là-dedans, je passe à côté de tout. Je sais pas qui est le en charge, on va dire, des rémunérations. Je sais pas quels sont les plans stratégiques. Je sais pas. Donc on est obligé d'être engagé par défaut, en fait. Oui, mais après il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de communication. Ouais, je prends ton mot et on a un Slack commun. On est en train de travailler actuellement sur la pour cartographier notre système et le rendre le plus didactique et le plus facile à appréhender. Donc on a ces enjeux-là. Mais pour continuer sur le leadership, donc qu'est-ce qu'on a? On a un système de gouvernance où chaque cercle de pouvoir, il y a un cercle d'élus avec une rotation, etc., avec élection sur candidat, ce qui permet d'éviter les candidatures et les campagnes. Et ensuite, les élections sur candidat ont un avantage majeur parce que par rapport à une démocratie nationale, nous, on a un besoin de rester tous solidaires. On est embarqués dans le même bateau. Donc, il faut pas qu'il y ait de perdants. Donc, les élections sur candidat ont un avantage, c'est que on reconnaît collectivement des gens qu'on pense pouvoir porter ces missions-là. Mais personne n'est perdant. Évidemment, une personne qui n'est choisie dans aucun cercle avec le temps peut se poser des questions. Mais comme on est dans un système d'adultes, les gens parfois croient que les systèmes collaboratifs sont des systèmes. C'est pour ça que j'aime pas toujours le mot bienveillant, même si je l'ai beaucoup utilisé aujourd'hui, étonnamment. C'est pas des systèmes d'infantilisation où on essaye de préserver les gens. C'est au contraire des systèmes où les gens doivent s'épanouir et s'émanciper, où on se dit les choses. Sauf que le pouvoir, c'est le corps social qui dit les choses. C'est à travers la régulation du corps social. Mais je reviens sur la gouvernance partagée et le leadership. Parce que les deux sont fortement liés. Donc on arrive enfin au final à un système où moi je suis pas sûr dans tous les cercles. Donc ça veut dire que dans un système comme le système agronutricien, quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité particulière peut avoir, si il est perçu par le corps social comme quelqu'un de très performant, je n'ai pas d'influence sur son parcours. Et donc il peut pas avoir une stratégie pour me plaire particulièrement. Elle aurait peu d'impact. Parce qu'au final, comme le pouvoir est dilué et distribué, au final, il faut plaire à beaucoup de monde pour pouvoir... et donc, au final, les stratégies pour plaire ne servent à rien parce que c'est tes compétences intrinsèques, tes qualités intrinsèques qui finissent par être venues parce que comme on multiplie les regards subjectifs, moi j'ai une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est la meilleure manière de converger vers l'objectivité, c'est de multiplier les subjectivités. Parfois, on n'a pas cette croyance, on croit qu'on peut être rationnel par l'objectivation. On est tous des êtres subjectifs. Il faut accepter que nous sommes des êtres émotionnels et subjectifs. Par contre, quand on multiplie les points de vue et les regards, on s'approche plus de l'objectivité tout en acceptant nos subjectivités. Et tu vois, je me dis, certains peuvent se poser la question de, bah oui, mais t'as des métiers qui sont plus exposés, donc peut-être que t'as des mecs qui ont plus la possibilité d'intégrer des cercles, enfin d'être élus. Mais je pense que c'est faux parce qu'en fait, si moi déjà je montre que je suis engagée, que je m'investis vachement quelque part, c'est tellement transversal en fait que ça donne la chance à tout le monde. Oui, rien n'est parfait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des métiers, etc., qui ont plus d'exposition et qui ont peut-être amené à être plus élus que d'autres. Je ne dirais pas ça quand je vois les élections. En plus, on est quand même nos élections, quand même, par exemple sur la rémunération, on ne dit pas juste tout le monde est élu. On dit il faut qu'il y ait une représentation aussi, donc il y a comme il y a un site une usine à Rethel et le labo et le siège à Toulouse,
la moitié des élus doivent venir de Rethel, D'accord, la ok, moitié de t'as les côtés un Rethel, peu, ensuite il y a la moitié des femmes, la moitié des hommes. Donc on a Ouais, quand même ouais. on constitue ensemble des systèmes qu'on expérimente et qu'on améliore, Qui sont qui représentatifs. essayent de créer cette représentativité. Évidemment qu'il faut qu'on ait aussi des ouvriers, des opérateurs et des opératrices qui soient représentés dans le collectif rémunération, etc., etc. Rien n'est parfait. Mais aussi, c'est un système qui est apprenant et qui bouge. Et donc, ces questions, elles sont posées en permanence. Est-ce qu'on a un vrai système est-ce qu'il y a de la diversité? Est-ce qu'il y a de la représentativité? Comment on fait évoluer, la manière dont on choisit de répartir les votes, etc. Donc, si on revient sur le leadership et sur cet enjeu-là du pouvoir, par rapport à ta question, alors je suis un peu long, mais c'est aussi l'occasion de parler de C'est la structurant, c'est structurant, la systémique. Donc à la fin, on a 4 pouvoirs concentrés. Je suis pas présent, donc ça veut dire qu'au final, moi, par exemple, je peux me séparer de personne. Je peux pas promouvoir seul quelqu'un. Je peux pas augmenter le salaire de quelqu'un seul. Je peux pas décider des priorités stratégiques seul. Les priorités d'investissement, on les fait par vote. C'est-à-dire que chacun, les membres d'un collectif d'investissement, on a tous 100 points et on élit. Donc moi, je veux dire, à la fin, j'ai 100 points comme les autres et je vais les répartir et il va y avoir un classement. Attends, les 100 points, c'est pour? Quand par exemple, on décide des priorités financières, D'accord, ok. on va avoir Ok. tous les votants 100 points et on va définir les projets et on va dire, en général, la règle principale, c'est qu'on ne peut pas mettre plus de 30 points sur un projet. Et ensuite, on repartit nos 100 points et on choisit le classement qui sort. En toute transparence sur en les toute votes de transparence. chacun. Ah, mais bien sûr, les votes, Intéressant, il y a un ouais. système de vote, les votes sortent en direct, il y a, Ouais, voilà, etc. ok. Donc, il n'y a pas de sujet. Et donc, voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin, on a créé un système, on a perdu. C'est pour ça que la question du pouvoir, elle est complexe. Parce c'est pour ça que je préfère séparer la notion de pouvoir de leadership. Et souvent, ils sont confondus. Parce que les leaders, ce sont qui ont le pouvoir. Oui, alors qu'au final, un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Exactement. Donc, à partir de là, on a un premier niveau. En politique, on appelle ça la liberté réelle ou la liberté formelle, ou l'égalité formelle et l'égalité réelle. On a un système politique dans lequel le pouvoir formel est distribué. Il est vraiment distribué. Donc, plus personne n'a une concentration de pouvoir effective. Donc, à partir de là, l'espace est ouvert pour ce qu'on appelle le leadership consenti. C'est-à-dire quand on va délibérer, quand on va discuter d'un sujet. Si on prend mon cas, j'imagine que lorsqu'on parle de sujets de moyen-long terme, ou quand on parle de sujets de culture d'entreprise, ou lorsqu'on parle de sujets qui sont d'ordre stratégique, vu mon parcours et l'expérience que j'ai accumulée, dans la délibération collective, je vais sûrement avoir une influence plus forte dans le vote final. Ok ? Mais si je suis autour d'une machine qui est en panne, et que je m'improvise dans cette équipe-là en essayant de donner mon avis sur comment il faut la réparer, j'imagine que mon influence va être très faible dans la décision finale. Et c'est ça le leadership consenti. Ça ne veut pas dire qu'on est tous égaux en permanence, on est égaux en tant que citoyens de l'entreprise. Mais notre parole, notre voix, notre capacité d'influence est différente en fonction des sujets dans lesquels on délibère. Maintenant, je suis pas naïf. Il reste encore un travail final. Et là, on va reboucler avec la CNV et la capacité de devenir des êtres souverains. Malgré tout, malgré le fait que je constate de manière très forte que dans beaucoup de débats, il y a plein de gens qui ont des avis très différents de moi, qu'il y a une liberté de parole incroyable, qu'il y a de la contradiction, qu'il y a vraiment, que tout ça existe. Je suis pas dupe sur le fait qu'il y a quelque chose qui est pour arriver à une égalité réelle, il y a encore de la déconstruction. C'est-à-dire que je peux pas empêcher encore certaines personnes qui voient en moi une figure et qui, par leurs schémas mentaux, vont reproduire des croyances, pas des croyances, vont s'auto-censurer, Oui. vont se limiter, vont peut-être se dire, oh mais c'est quand même le patron, Ah, etc. le patron, oui. Peut-être, sûrement. Je pense que relativement à beaucoup d'aventures, chez nous, je pense que si on le mesurait, on verrait que c'est très 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 différent des autres aventures. Pour autant, ça doit rester, je suis pas dupe, et je le vois à certains endroits. Et là, c'est tout le travail de fond, c'est comment amener les gens petit à petit, à la fois par l'expérimentation de notre aventure et par la culture d'entreprise, mais aussi par les outils de développement personnel, à les amener à devenir des êtres souverains qui vont se libérer eux-mêmes, parce qu'ils vont avoir plus d'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils vont avoir plus confiance en eux, parce qu'ils vont se libérer d'un regard vertical sur moi, etc., etc., qu'on va aller encore amener le système à devenir de plus en plus puissant, mais on a déjà créé tout le cadre et toute la culture pour séparer la notion de pouvoir de leadership et petit à petit aller vers un système où s'il y a du leadership, c'est qu'il est réellement consenti.
J'ai été long. C'était j'ai bien aimé se libérer du regard vertical. Tu vois, c'est très intéressant. Et par rapport du coup à tout ce qui existe dans nos organisations classiques, tu vois, forcément, j'imagine, il n'y a pas de codir du coup. Enfin, ce sont les cercles. Ouais. Donc t'as pas de directeur opérationnel. Enfin. T'as pas de DRH parce que j'ai l'impression d'avoir vu un poste d'une DRH donc. Alors je crois qu'elle se nomme exploratrice. Elle se nomme pas DRH. En fait, des richesses humaines. Exactement. Crois. Il y avait quelque chose. Oui, enfin voilà. Bref, c'était pas exactement DRH, mais. Alors c'est super parce que là on arrive à un autre point. Donc si on essaie de résumer depuis le début, il y a un enjeu systémique de gouvernance, de partage des pouvoirs régaliens qu'on doit régaler par des cercles. Il y a un enjeu de culture, alors qui est à la fois la manière dont on fonctionne ensemble et de formation à l'intelligence relationnelle et émotionnelle pour vraiment pouvoir permettre au système d'être puissant dans sa capacité à s'autoréguler, à s'ajuster, à discuter, etc. et à être agile. Et ensuite l'ingénierie organisationnelle, c'est-à-dire que on hérite souvent tous d'entreprises qui ont des systèmes de fonctionnement fonctionnels, c'est-à-dire on connaît tous le système en râteau, qui s'avère aussi fonctionner bien avec le système pyramidal. On a des directions de service qui sont le fruit d'un héritage du début du XXe siècle. À la rigueur, ça répondait sûrement à un besoin. Et souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans beaucoup d'entreprises, on a ce système-là. Et on a une autre intuition qui est de plus en plus de sujets sont complexes. Et donc, on crée beaucoup de groupes projets ad hoc. On met plusieurs métiers. Et on essaye de leur faire de la transversalité, ça, mais en même temps, matriciel. En même temps, ils ont des primes individuelles de service. Ouais, c'est pas leur chef. Et donc en même temps, exactement, ils font ça, mais ils voient bien qu'ils ont des agendas différents, ou ils sont pas vraiment collaboratifs dans le groupe de projet parce qu'ils ont quand même l'agenda de leur équipe achat. Il est un peu différent, donc ils y vont, mais en même temps, ils protègent leurs intérêts d'équipe achat. Et je suis achat, mais ça peut être le commerce. Et ensuite, de toute façon, ils sont dans des groupes transversaux, mais ils sont incentivés sur leurs primes pour réduire les achats aux achats. Ils sont de toute façon leur N+1 des achats qui évaluent leur performance. Donc, quand ils sont dans cette équipe-là, elle n'a pas beaucoup de valeur par rapport à leur bonus, etc., etc. Tout ça est extrêmement complexe. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une organisation qui est agile et qui est transversale et en mode projet en permanence. Donc, on a beaucoup réfléchi. C'est sûrement une des innovations managériales dont je suis le plus fier, c'est pas la seule, mais dont je suis le plus fier parce c'est un truc par exemple qui existait, qui préexistait pas. Non, qui préexistait, mais qui persistait, ou j'ai pas le bon terme, qui me vient pas, mais c'est pas grave. Chipult. Parce qu'on avait continué à avoir une organisation fonctionnelle. Parce que dans une transformation, c'est plus complexe. Même si on avait commencé à mettre en place des choses sur des équipes transversales, etc., de plus en plus importantes, ce qu'on appelait les familles de produits. Pour autant, il existait en parallèle ce système, d'où l'hybridation. Moi, j'ai la chance de partir d'une feuille blanche, donc on va éviter cette hybridation, de reproduire une organisation fonctionnelle. Et donc, on a réfléchi, et on a pondu un truc que je trouve assez puissant. C'est-à-dire, on s'est dit, on a une raison d'être, on a une vision, on l'a écrite, on l'a coécrite, et on la remet en question tous les ans, on la questionne, est-ce qu'on vit nos valeurs, est-ce que on est à l'aise avec ce qu'on a écrit, on essaie de faire des nouveaux entrants qui viennent patiner la raison d'être et la vision pour qu'ils se l'approprient. Mais on a après traduit ça en une ambition. Notre ambition, c'est de devenir un des leaders mondiaux. On n'a même pas parlé de notre oui, c'est ce que je me disais, pardon. On est éleveur, donc Agronutri, c'est l'élevage d'insectes, la transformation protéine. Innovant sur tous les surtout. Et on s'est dit, sur ce métier-là, on veut être un des leaders mondiaux. Et après, on s'est questionné, quels sont les domaines dans lesquels on doit atteindre de l'excellence, on doit être performant, on doit être excellent, on dit comme on veut, pour atteindre cette ambition. Et on en a trouvé 7. Maintenant, on est en train d'inventer un 8e. Je vais pas tous les dire. Mais donc, ce sont ce qu'on appelle chez nous les finalités stratégiques. D'accord. On a 7 ou 8 finalités stratégiques qui sont des choses dans lesquelles on doit atteindre l'excellence à moyen long terme pour être un des leaders mondiaux. Et dans ces finalités, il y a des choses de nature différente. Il y a émerveiller le client et conquérir de nouveaux marchés. Donc ça, c'est une finalité stratégique. Il y a une autre finalité stratégique qui s'appelle atteindre la symbiose environnementale. C'est-à-dire dans notre modèle, qui est déjà très, très vertueux sur le plan environnemental, on a encore des angles morts. Donc comment on travaille sur ces angles morts pour le rendre de plus en plus vertueux sur le plan environnemental? Il y a mettre l'humain au cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt lié à notre culture d'entreprise. Etc., etc. D'accord. Oui, donc c'est plus facile après d'imaginer les plans stratégiques. Enfin, quand tu as ton étoile du Nord, on va dire... Exactement. Quand tu regardes les thématiques, quelqu'un qui serait un peu cynique, tu dis, en fin de compte, c'est tes services qui portent un autre nom, puisque mettre l'humain au cœur, c'est les RH. Émerveiller le client, c'est le commerce. En réalité, c'est pas ça. Déjà, on a écrit des finalités en phrases. Nous, on est des adeptes des verbes d'action,
parce qu'ils appellent ça les finalités, non, à raison, c'est qu'on sait le pourquoi est dans la phrase. Faire du commerce ou émerveiller le client, c'est pas la même chose. Non, mais alors déjà. Ça te donne plus de sens, ouais. Exactement. Donc déjà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'ensuite, si on essaie de rentrer dans le système, dans chacune des finalités, on va élire un leader de finalité qui va porter pendant 2 ans ou 3 ans, j'ai oublié la date, mais c'est pas très grave, cette finalité. Et donc, il a quoi comme rôle? Il est élu sans candidat aussi, élection sans candidat. Il a quoi comme rôle? Il a le rôle avec un groupe de volontaires à faire émerger la vision stratégique à 5 ans, où on veut être dans 5 ans. Et ensuite, la feuille de route à 1 an. Et de la feuille de route va émerger un certain nombre de groupes de travail. Et ensuite, les gens vont se positionner dans ces groupes de travail pour contribuer à la feuille de route à 1 an et contribuer à la vision. Donc, tu as un système avec 7 finalités. C'est difficile à visualiser. Chaque personne, on recrute pas pour des postes, les gens recrutent pour des compétences. On dit, il nous manque ces compétences, il nous manque ces compétences, et on vient les gens. Et ensuite, les gens, en fonction de leurs compétences, et de la vision qu'ils ont de l'entreprise, et de l'ambition, et de la transparence qu'il y a sur le tout, vont petit à petit décider dans quel groupe de travail ils veulent être actifs pour contribuer aux finalités stratégiques. Donc chacun décide par lui-même comment ils vont contribuer donc une personne ou moi je vais me retrouver actif à travailler sur 15 groupes de travail. On a je sais pas combien de groupes de travail. Mais en fonction des compétences. Mais c'est moi qui choisis, mais les gens sont intelligents. Donc comme ils sont intelligents. Oui, parce que si je suis opérateur, je peux être légitime quand même à travailler sur la partie commerciale ou pas? Bien sûr. Il y a pas de légitimité a priori. C'est la légitimité, elle est là. Et tu vas là où tu penses que ta compétence. Ouais, là où tu peux apporter le plus de valeur, quoi. Exactement. Moi, je me pose en permanence la question où est-ce que j'ai le plus de valeur ajoutée? Et donc, je vais choisir mes groupes de travail là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Évidemment qu'il y a des gens qui sont parfois qui ont de l'intérêt pour certaines thématiques et ils veulent apprendre dans ces thématiques. Il faut faire attention. Parfois, il y a des gens qui choisissent trop de groupes de travail et c'est là où l'intelligence collective est très forte et l'intelligence relationnelle. Il y a des feedbacks des collègues qui lui disent, mais attends, t'es pas là, on a besoin de toi là, et tu commences à prendre du retard sur trop de sujets. Est-ce que t'as pas t'es pas sur trop de sujets? Moi, je me rappelle d'un collègue qui était souvent en retard parce qu'il était tellement boulimique d'être partout. Donc ça, c'est un danger quand on rentre dans notre boîte. On pourrait être tenté d'embrasser très très large. Moi, je leur conseille de commencer sur des cheveux petits et d'élargir avec le temps. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Ça, c'est que des conseils. Je ne leur donne rien, évidemment. Mais t'as une moyenne qui revient, quoi. Je suis sur 2 ou 3 groupes. J'en sais rien. Je sais pas. Je suis incapable de regarder et de savoir parce que c'est très différent. C'est en fonction des métiers, en fonction, etc., etc. J'avoue qu'il y a un lâcher prise quand même, tu te dis. Total. Il y a plein de sujets qui avancent, qui sont hyper importants. Je sais même pas ce qui s'y passe. J'apprends comme tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'informations chez nous, mais je ne suis pas acteur. Et donc, par ce système-là, si tu vois l'organisation, ça veut dire que nous, on est en permanence en mode projet. Et si tu essaies de voir notre organigramme, tu as 7 finalités avec des leaders. Tu as 7 feuilles stratégiques, 7 feuilles de route annuelles, des groupes de travail qui sont l'émanation de ces feuilles des feuilles de route dans lesquelles les gens se positionnent. Donc au final, moi je vais être dans des groupes de travail de différentes finalités stratégiques. Et dans chacune des groupes de travail, il y a un coordinateur ou une coordinatrice. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des rôles différents en fonction de l'équipe dans laquelle on est. Mais moi, je vais me retrouver parfois animateur d'un groupe de travail. Il y a d'autres moments où c'est quelqu'un d'autre qui anime. Et donc, il y a aussi nos rôles qui sont tournants en permanence. Et là, c'est hyper agile parce qu'au final, on a un fonctionnement d'entreprise où, quand tu regardes l'organigramme, on est au service d'une vision. Puisque si tu veux positionner chaque personne dans l'organigramme, tu pourrais pas puisqu'il n'y a pas... C'est trop dynamique. Exactement. Et il n'y a pas de synchronisation entre organigramme et les humains. Il y a un organigramme qui sont les choses qu'on doit faire, qu'on doit servir pour arriver à notre ambition. Et nous, on se positionne. Donc nous, on est explosé façon puzzle dans l'organigramme. Et ça, pour moi, c'est très très important d'avoir réussi ça parce que ça permet, j'entends beaucoup de startups, lorsqu'elles grandissent, qui disent qu'elles ont perdu leur âme parce qu'on connaît qu'un modèle organisationnel, c'est le modèle fonctionnel. Et à un moment, comme ça devient trop complexe, les gens se disent, il faut qu'on passe dans un système de fonctionnement classique, et donc on met des directions fonctionnelles, un truc. Et moi, je pense qu'on a entre les mains une ingénierie organisationnelle où on peut être des centaines de salariés, voire des milliers de salariés, qui fonctionnent avec ce système sans avoir besoin de passer par une organisation fonctionnelle. Absolument génial, et ça a l'air en plus hyper performant, et je pense qu'en plus c'est stimulant comme jamais. J'avais une question de débit, je me dis... Ça a plein de défauts. Ouais, parce qu'en fait, tout n'est pas... Enfin, il n'y a rien qui est adapté pour ça. C'est-à-dire que même mon CV, après, chez toi, je fais comment ? Après, il faut... je me dis, j'ai tout fait. Ouais, les gars, en fait, j'étais dans le cercle, nanana. Dans les faits,
dans les faits, dans ton CV, si tu raisonnes en termes de compétences, évidemment que cette question nous est posée parfois, on se la pose entre nous. Mais dans les faits, si tu raisonnes en compétences et en mission, tu peux reconstituer à l'extérieur quelque chose qui ressemble. Alors, les titres, c'est plus compliqué. Chez nous, il y a des gens qui ont des titres, parce que quand on a recruté quelqu'un qui est directeur, s'il a envie de s'appeler directeur à l'extérieur, très bien. À l'intérieur, ça ne vaut rien. Okay. Personne n'est directeur, personne n'est rien du tout. Les gens ont des compétences. Et comme en plus, après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, si l'ego est au bon endroit pour tout le monde, à la fois pour le leader et pour les autres, il va être une personne ressource pour les gens. Absolument. Il va être une personne ressource pour les gens. Donc au final, quand on enlève tous les enjeux de pouvoir et quand on améliore l'intelligence émotionnelle et qu'on baisse l'ego, ce qui se passe, c'est que les choses se font de manière de plus en plus fluide. C'est ça qui est fou, c'est la magie de cette fluidité, sans avoir besoin de mettre des règles partout. Et après, il y a des écueils. C'est pas tout le temps fluide. Parfois, des gens prennent trop de sujets et il faut leur dire. Parfois, il y a de la déperdition d'énergie. Parfois, il y a des gens qui ont le sentiment que c'est parfois chaotique à certains endroits. Mais moi, je trouve que ce chaos, il est fertile. Mais d'autres sont plus mal à l'aise avec cette notion de chaos. En tout cas, on a un système d'organisation qui nous permet de grandir et d'absorber la taille des entreprises, la taille le fait qu'on grandit avec un système organisationnel qui peut absorber la complexité. C'est vraiment passionnant et j'espère que tu seras un exemple à suivre pour tout le monde. En tout cas, avec ce podcast, c'est ce qu'on voulait partager. Je vois le temps qui passait très vite. Je pense qu'il faudra que je te réinvite. J'avais juste 2 questions que j'aime bien poser. Donc, la première, c'est si tu avais une affiche, tu vois, dans ton bureau, qui devait un peu dans ton open space. Est-ce que tu as un bureau? Je ne sais pas. Non. Les bureaux, les bureaux, c'est tous les mêmes. Pour ceux qui sont au bureau, hein. Ouais. Et on fait tous les trimestres un tirage au sort. Ah d'accord, ok. Un tirage au sort et on bouge. Et alors, vous bougez à chaque fois? Ouais, ça a plein de vertus. C'est qu'il n'y a pas de bureau privilège. Tout le monde a le même bureau. Tout le monde est égal face au bureau. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est que tous les 3 mois, on change notre cadre de travail et on a des nouveaux collègues à côté et on se connecte à des nouvelles personnes. Et voilà. T'es en train effectivement de développer des personnes hyper agiles, quoi. Je me dis. J'espère. On pourrait se dire c'est pas fait pour tout le monde, alors qu'en fait ça se travaille comme tout, quoi. Ouais, c'est une compétence, justement. Ça aussi, c'est une croyance. Ah ouais. Ah mais j'en suis sûr, hein. Mais bon. Après, il y a des gens qui partent de plus loin pour que le chemin est plus long. Ouais. Mais tout le monde l'a en soi. Et c'est tellement enrichissant personnellement dans tous les cas, en fait. Je me dis, malheureusement, on doit avancer. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'elle dirait, cette affiche, que tu emporterais avec toi, du coup, tous les mois? Une affiche. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je mettrais dans cette affiche? Je suis tenté par plein de choses qui passent là. Je ne sais pas si ça a un rapport avec l'entreprise. Hein. Je pense que... je pense que tout est mêlé en fait. Hein, donc, à la base, c'est plus une philosophie managériale, mais je pense qu'on peut parler de philosophie de vie aussi. Je sais pas. Moi, ce qui me vient ici, c'est avoir une affiche avec des êtres qui sont inspirants comme moi. Les êtres qui sont inspirants pour moi, c'est plutôt des gens sages, des Gandhi, des Mandela, des Pierre Rabhi. Des Mathieu Ricard, voilà, des gens comme ça, je trouve des gens qui sont humbles et qui me donnent le sentiment d'avoir une intelligence humaine exceptionnelle. Et je trouve qu'ils sont rares dans le monde professionnel. Donc c'est des gens qui m'inspirent. Ou un magnifique paysage qui nous fait voir un peu l'infini, une sorte pour avoir conscience qu'on n'est qu'un rouage de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Ça, ce serait l'affiche. D'accord. Ou le cosmos, ou quelque chose comme ça, qui nous rappelle, voilà que nous sommes peu de choses face à l'immensité de ce qui nous entoure. Et voilà. Ouais, c'est très bien. Et ma dernière question, du coup, c'est est-ce que tu as une personne que tu admires que je devrais inviter dans ce podcast et quelle question tu aimerais que je lui pose? Une personne du coup vivante, idéalement, et accessible. Mathieu Ricard, alors idéalement c'est des chefs d'entreprise ou c'est des dirigeants parce que qui ont ce pouvoir justement en fait et qui puissent inspirer nos éditeurs dirigeants également. Il y a une personne qui m'inspire beaucoup, qui n'est plus dirigeant d'entreprise, qui s'appelle Jean-Marc Nozran, qui est devenu un ami, qui est aussi président de notre conseil d'administration, qui est un ancien dirigeant et qui aujourd'hui accompagne les entreprises dans la transformation. Et ce que j'aime beaucoup en lui, c'est que moi je suis un peu plus radical que lui et
Et lui, il est plus patient sur la transformation. Donc ça, c'est voilà. Après, mais c'est pas un chef d'entreprise. Il y a Frédéric Laloux que je trouve particulièrement congruent. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je trouve très congruent et très aligné. Bon, écoute, c'est très bien. On va rester sur ces propositions. En tout cas, merci encore, Mehdi. On aurait pu rester des heures. C'est bravo aussi parce que c'est hyper inspirant et c'est courageux. Et ça nous donne envie, de tous aller faire des learning expeditions chez toi et d'en savoir plus. Bah oui, je suis agronutrice, bien sûr, pas chez toi. Pas chez moi. Je te rassure. T'as raison. Je suis agronutrice et puis d'en savoir un peu plus aussi sur ce que vous faites parce qu'effectivement, c'est une innovation qui est pas que managériale. Donc, Après, si j'ai encore 1 minute ou 2, ce que j'aimerais dire, c'est que je n'aimerais pas donner le sentiment parce que comme on est dans l'enthousiasme du partage, déjà la première chose, c'est un témoignage. Je suis pas là pour donner des leçons aux gens ni d'être jugeant. Donc c'est vraiment un témoignage de ce à quoi je crois et du chemin qui me paraît un chemin d'émancipation et de puissance collective et individuelle. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième point qui me tient à cœur, c'est à la fois un témoignage, mais c'est aussi le fait qu'on est dans l'enthousiasme. Je ne dis pas que c'est un chemin facile. Parce que ça pourrait donner... Je pense que sincèrement, on comprend que c'est pas facile. Enfin, c'est tellement... C'est pas un chemin facile et on réussit pas tout. Ouais. Et je voudrais pas donner le sentiment qu'on est déjà on est dans un truc qui fonctionne vraiment bien, où il y a plein de choses qui fonctionnent super bien, mais il y a encore plein de défis. Il y a des endroits où il y a de la résistance, il y a des endroits où parfois c'est pas aussi efficient qu'on l'aimerait. Et de toute façon, c'est normal. C'est un système vivant, une organisation vivante. Mais au final, je voulais juste pas donner ce sentiment qu'on est une boîte où aujourd'hui tout est fluide et tout fonctionne de manière super bien. Moi, je suis impressionné parfois et par le niveau d'engagement des gens, par la qualité de ce qui se passe, même s'il y a énormément de choses à encore améliorer et on a beaucoup de pain sur la planche. Mais ça donne quand même envie. Bien sûr. Bon, écoute, merci encore pour ton témoignage et j'espère à bientôt. Moi aussi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.